Ce conclave participe à renforcer la capacité et le rôle des membres du comité de pilotage des formateurs du code pour une élection efficace. La démarche vise à outiller les participants sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le processus électoral en cours. C'est une initiative du Consortium pour l'observation domestique des élections avec l'appui technique de NDI sur financement de l'USAID. Cette rencontre de 2 jours permettra d'échanger sur le cadre légal des opérations de vote et la déontologie de l'observateur. Cette formation a été organisée en prélude des élections législatives. Il est de coutume pour le consortium pour l'observation domestique des élections, d'organiser des séances de renforcement des capacités de ses superviseurs sur toute l'étendue du territoire national, donc les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Et à leur tour, c'est eux qui vont assurer la formation de nos observateurs domestiques et citoyens des élections sur le territoire national. Notre objectif pendant ces élections, nous, CENI, est d'organiser une élection libre, transparente et crédible, et dont les résultats seront acceptés de tous. Pour ce faire, nous avons besoin de la contribution de chacun et de tous. Le représentant du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation rappelle qu'un bon processus électoral doit se dérouler dans le calme, dans la mesure où chacun a librement accepté de s'engager. La démocratie n'est pas la guerre. Aucun changement, aucun progrès, aucune démocratie ne peut être effective sans la paix. Nous avons donc intérêt à promouvoir et construire la paix. En tant que structure organisée dans l'observation impartiale des élections, au nom de la société civile, votre responsabilité est grande et votre mission exaltante. Il s'agira donc pour vous de penser à la Guinée, aux Guinéens et mettre la Guinée au-dessus de toute autre considération et intérêt. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de promouvoir les compétences des acteurs impliqués dans l'observation domestique des législatives en Guinée. La radiodiffusion télévision guinéenne RTG entame une nouvelle ère de son existence. Elle s'attelle à préparer et à assurer une meilleure couverture de la soirée électorale du 24 septembre prochain. Ces experts de la chaîne Canal France International CFI sont dans les locaux de la RTG Koloma pour préparer les différentes équipes de la chaîne nationale à répondre efficacement le jour du scrutin. Notre but, quand nous sommes ici, c'est surtout de faire en sorte que chacun puisse au maximum profiter de cette expérience, c'est-à-dire la réunion de à peu près des journalistes, des techniciens, des gens qui sont plutôt spécialisés dans les nouvelles technologies. Donc notre but, c'est de mettre en groupe toutes ces énergies, de mettre une vraie synergie dans la télévision pour essayer de faire en sorte que cette soirée électorale du 24 septembre soit une réussite. Les élections législatives du 24 septembre 2013 restent non seulement un enjeu pour la Guinée en général, mais aussi un défi pour la chaîne publique guinéenne. La direction de la RTG Koloma en est consciente, raison pour laquelle elle accorde une priorité au volet formation sur sa feuille de route. Nous voulons que la télévision nationale guinéenne soit une télévision compétitive, une télévision capable de rivaliser avec n'importe quelle autre télévision du monde, une télévision capable de faire le travail qu'on attend d'elle. Et dans ce sens, ces experts qui sont là vont nous donner les outils nécessaires pour couvrir de façon très professionnelle les élections législatives. Nous sommes partis de l'expérience du Mali. Le Mali qui a tendu la main à CFI, et CFI a mis ces mêmes experts, ces 3 experts que vous voyez là, à la disposition de l'ERTM. Et ces experts ont permis aux journalistes maliens de tenir la chandelle. Donc en Guinée, nous allons essayer de tirer le maximum de moderniser notre travail ce jour du 24 septembre et faire en sorte que la soirée électorale soit à la dimension des attentes de tout le monde. Ce séminaire de 2 semaines permet à la RTG Koloma d'être à même de renforcer son audimat et de réussir la soirée électorale. Une soirée qui sera agrémentée par des interventions en direct des personnes ressources. Au titre du plan d'action 2013 figure en bonne place la législation
Elle consiste à finaliser la réforme du code des douanes et élaborer des manuels de procédure. Une manière pour la douane guinéenne d'adapter ses instruments juridiques aux normes internationales. C'est dans ce contexte que des cadres de l'administration douanière entendent réviser ce code adopté en 1990. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'environnement économique et dans l'environnement du commerce international licite. Notre code n'était pas du tout adapté parce qu'il est vieux de plus de 23 ans. Nous avons donc estimé qu'il était temps de l'adapter à l'évolution du commerce international et même si possible, nous projeter dans le futur également. Cette réforme et la modernisation de l'administration douanière sont inhérentes aux mutations de l'heure. Elles cadrent avec les exigences de l'Organisation mondiale des douanes dont la Guinée est membre. Pour ces douaniers, certaines dispositions de l'actuel code sont caduques. Compte tenu de l'évolution des missions de l'administration des douanes, compte tenu de l'évolution du contexte économique, social et surtout des exigences du commerce international, aujourd'hui il faudrait bien que l'administration des douanes guinéennes s'adapte quand même à cette évolution, à ces exigences de facilitation, de sécurisation, de contrôle de douanes et que nous soyons au même niveau que les autres douanes. Nous avons pris beaucoup de codes, beaucoup de textes au niveau de la sous-région et d'autres textes qui parlent un peu des normes internationales dans le cadre juridique de l'exercice du métier de douane. Nous avons procédé à la comparaison de ces textes avec le code qu'on a. On s'est rendu compte que le code, pour le moment, il y a beaucoup d'éléments dont on a besoin qui ne figurent pas dans le code. Mieux outiller les douaniers permet de promouvoir l'espace économique, de lutter contre la fraude et d'améliorer les recettes. Le comité régional de l'OMS pour l'Afrique réfléchit pour renforcer le système sanitaire au continent. Les ministres des 47 pays se sont donné rendez-vous à Brazzaville au Congo pour échanger sur des questions de prestations de santé de qualité et de réalisation de couverture sanitaire universelle. Le Tchad est représenté à cette 63e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique par le ministre de la Santé publique, Ahmad Jidda Mohamed, accompagné de quelques experts nationaux. Le ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, François Ibovi, a insisté sur la nécessité pour tous les pays membres de l'OMS Zone Afrique de faire en sorte que les services de santé répondent aux besoins des populations. Le président de la 63e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, Josué Vieira Van Dunem, et le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique ont relevé qu'en dépit des progrès réalisés sur le plan sanitaire, l'Afrique fait face encore à des défis qui freinent ses efforts pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, estime que la couverture sanitaire universelle est le concept le plus efficace que la santé publique puisse offrir. Par ailleurs, elle invite les pays africains à redoubler d'efforts pour gagner le pari. Le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale Florent Simba, représentant le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, souhaite que les travaux de la 63e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique puissent apporter des réponses aux préoccupations des systèmes de santé de la zone Afrique. Bien avant cette réunion, les ministres de la Santé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont pris part à une table ronde sur la responsabilité partagée et la solidarité régionale pour la lutte contre le VIH-Sida. À l'issue de la réunion, les ministres de la Santé des pays membres de la CAC ont exprimé leur reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno du Tchad et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo pour les efforts louables consentis en faveur de la santé en Afrique centrale. L'hôpital de l'Union de Chagua, première étape de la visite du secrétaire d'État à la santé publique. Le jour qui s'élève est déjà bien chargé pour le médecin-chef et son équipe. Au moins 100 patients sont enregistrés, une moyenne quotidienne depuis plusieurs semaines dans le registre. Dans les couloirs de l'hôpital, le médecin-chef de district fait constater à la délégation les difficultés de son centre. C'est un hôpital qui a été conçu au départ comme une maternité. Donc ce n'est pas un hôpital de district.
Et là, on a eu vraiment une grande affluence des patients et on n'a pas vraiment un local qui puisse vraiment prendre en charge tous ces malades-là. Parce que là, on a de l'espace, mais les locaux, ça ne répond pas du tout aux normes et les malades sont vraiment dans les couloirs. L'hôpital de l'Union connaît une instabilité énergétique, ce qui influe négativement sur les activités sanitaires. À l'hôpital de la Paix de Farsha, les salles sont débordées. Comme vous avez constaté, les malades sont dehors. Vous voyez, quand il pleut, c'est un grand point pour les malades d'abord. Donc c'est ça le grand difficulté que je vois, quoi. Une visite qui a permis au secrétaire d'État à la santé publique de noter les dégâts causés par les maladies au sein de la population. Nous avons constaté d'abord qu'il y a un taux très élevé de paludisme. Il y a trop de patients, mais il y a un tout petit problème d'hygiène. Aussi, il y a un manque d'électricité. Ils sont vraiment dépassés, mais ils ont le courage vraiment de soigner, de traiter tous les malades. De notre côté aussi, nous allons prendre notre responsabilité pour mettre à la disposition de ces deux districts tous les besoins nécessaires pour enfin vraiment s'occuper de tous les patients. Pour une réponse immédiate au problème d'accueil, un lot de tentes d'une capacité de 50 personnes a été remis au centre de santé de Farsha. Pour cette journée commémorative, les tradis praticiens du Moyen Chari ont opté pour une exposition de produits locaux. C'est là pour mettre en valeur les bienfaits de la médecine traditionnelle. D'autant plus que les chiffres le confirment, 80% de la population africaine font recours à la médecine traditionnelle selon l'Organisation mondiale de la santé. À Sarre, le climat et les biotopes sont favorables au développement des plantes médicinales, explique-t-on, ce qui laisse présager un pensant particulier vers les tradis praticiens. Ces expositions ont permis aux participants de découvrir certains produits et surtout de comprendre leur importance pour la santé humaine. Des produits que les tradis praticiens estiment être bien efficaces dans le traitement de certaines maladies aiguës qui menacent la population. Au sein du Conseil régional des tradis praticiens, on met l'accent sur l'importance de cette médecine qui vient en complément à la médecine conventionnelle dans le seul souci de sauver des vies humaines. Le président du conseil régional, Domtei Nadjibey, en appelle à une prise de conscience de ses collègues qui outrepassent leurs prérogatives pour se livrer à des pratiques malsaines. L'Assemblée générale annuelle du consortium Alafia est une obligation consacrée par l'article 12 des statuts de l'association. Elle offre l'occasion aux membres d'échanger sur les difficultés auxquelles l'association et ses systèmes financiers décentralisés membres sont confrontés, d'examiner les tests et procéder à l'adoption des différents rapports d'activité pour le compte de l'exercice 2012. C'est une assemblée générale ordinaire prévue par nos tests qui demande que tous les ans qu'on se retrouve pour faire le bilan de l'année écoulée. Et donc pour la présente Assemblée générale, c'est tous les membres de l'association qui sont convoqués. Et donc à cette occasion, nous aurons à examiner les rapports d'activité, les rapports des auditeurs externes sur comment l'activité 2012 a été conduite et projetée sur l'année 2013 que nous avons déjà entamée, pour laquelle on avait déjà même fait, disons, 8 mois. Nous avons une question de fond qui va être aussi examinée. C'est la question relative à la centrale d'échange d'informations entre les structures financières membres de notre association. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin a pour mission d'offrir des services financiers à des personnes qui n'ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements financiers, ce qui confère au consortium Alafia le titre de la meilleure association professionnelle de l'UEMOA. L'État béninois a fait le choix de ne plus intervenir directement en tant que prestataire ou opérateur de vente des services de microfinance. C'est désormais par votre biais que ces services peuvent être offerts aux populations. Pour ce faire, je voudrais vous inviter à plus de professionnalisme.
Le consortium Alafia contribue depuis plus de 10 ans à la défense des intérêts collectifs de ses membres et à la professionnalisation des systèmes financiers décentralisés, SFD. C'est une association professionnelle qui compte à ce jour 40 SFD autorisés par le ministère de l'Économie et des Finances. L'importance d'une telle séance d'information sur la facilité du financement agricole n'est plus à démontrer. On ne peut que remercier l'ONS pour une telle initiative qui mettra la lumière sur le financement agricole et mettre les producteurs en confiance. En effet, en agriculture, les résultats sont aléatoires et peu de structures osent financer une telle activité. Donc cette séance est beaucoup à alors applaudir et cela ne peut qu'encourager les acteurs du monde rural. Une problématique qui constitue le nœud du développement de l'agriculture au Bénin. C'est pourquoi l'Office national de soutien des revenus agricoles, ONS, qui avait pour mission le soutien et les appuis à faire aux producteurs, a recentré ses objectifs pour s'occuper désormais de la sécurisation des revenus des producteurs agricoles. Une mission qui repose essentiellement sur 4 piliers. À savoir le soutien des revenus agricoles, la mise en place des mécanismes de promotion des assurances, la facilitation de l'accès au financement de l'agriculture et enfin le contrôle des performances. 4 fonctions qui pourraient se résumer en une. Le financement adapté et accessible avec la mise en place de mécanismes assurantiels. Cette tâche noble dans le processus de modernisation de l'agriculture ne saurait être occultée pour encourager la jeune génération d'agriculteurs. C'est pourquoi l'ONS s'évertue à animer le secteur et à mettre en contact les producteurs et les institutions de financement du monde agricole telles que PADME, FESECAM et CEPEC, des institutions venues partager leurs expériences avec les producteurs. C'est pourquoi ce jour, nous avons voulu que les promoteurs agricoles et les institutions qui s'occupent du financement du monde agricole se réunissent pour que les institutions qui s'occupent du financement agricole puissent dire aux promoteurs les possibilités qu'ils offrent, les conditions d'accès au financement pour permettre à ce que nos promoteurs ne disent pas qu'ils ne sont pas assistés. Des dispositions pour permettre que les filières porteuses du monde agricole puissent s'exercer. « 13% de la population active évolue dans le secteur de l'artisanat, lequel représente 12% du produit intérieur brut. Ces statistiques illustrent bien la place de l'artisanat dans l'économie du Bénin et le Salon national de l'artisanat devient un espace privilégié de promotion des produits artisanaux. Plus d'une centaine d'artisans d'ici et d'ailleurs exposent des objets d'art très variés. Ce salon annuel, institué depuis 1997, correspond aux orientations du Programme national de développement de l'artisanat. L'organisation du présent salon est une occasion privilégiée d'échanges professionnels entre artisans béninois et d'autres de la sous-région participant au 10 salons. Ici également, l'orientation ou l'organisation des manifestations commerciales, foires, défilés de mode, etc., constituent des facteurs d'encouragement de la consommation locale et sous-régionale. L'édition de cette année est placée sous le thème « L'amélioration de la qualité des produits artisanaux béninois, un défi à relever ». Ce défi est commun à tous les acteurs et nécessite, entre autres, la promotion d'un esprit de créativité et l'identification des meilleurs artisans en vue de leur participation à des salons internationaux. L'écoulement de leurs produits devient ainsi une préoccupation. Il s'agit pour nous aujourd'hui de réfléchir à comment perfectionner notre artisanat pour le rendre plus compétitif et créer une vraie industrie artisanale pour non seulement satisfaire nos propres besoins existentiels, mais aussi et surtout être compétitif sur les marchés régionaux. J'ose espérer, avec la dynamique en cours dans le secteur,
que des réflexions très sérieuses se mènent afin que l'artisanat soit davantage valorisé aux fins d'apporter une plus-value au développement socio-économique de notre pays. Et c'est pour faire la publicité de nos articles qu'on a amené pour exposer, pour que les gens viennent pour commander. On fait aussi on transforme aussi les balcons, les rampes escaliers, les portails en fer, un peu de tout ça là. Je suis dans les perles, les habits africains, les tenues tricotées, les objets d'art. On invite la population à se déplacer massivement pour voir ce que les Béninois font. Le Ghana, le Niger, le Togo et le Burkina Faso participent à ce salon de l'artisanat, un secteur qui par ailleurs devient une belle alternative au chômage des jeunes. Un important programme de développement du secteur de l'habitat dans la wilaya de Naama est mis sur les rails. Dans la commune de Mchria, le Premier ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation de 700 logements ruraux groupés, 200 logements promotionnels aidés et de 350 logements publics locatifs. À Ain Sefra, Abdelmalek Sellal a inspecté le chantier de réalisation de 100 logements publics locatifs. Le Premier ministre a reproché aux responsables le retard accusé dans la réception de ces projets. لازم لهم كل احترام وكل عندنا امكانيات ندير لهم الثانوي ندير لهم المسجد ندير لهم المركز الثقافي ندير لهم كل شيء اللي يحبوا باش يقراو ويثقفوا ويديروا واش يحبوا. Et pour améliorer les conditions de scolarité des jeunes de la ville, Sellal a visité à Naama le projet de réalisation de 2000 places pédagogiques et l'extension de la cité universitaire. Il a également lancé un projet de réalisation d'un nouveau lycée. احنا عندنا كلش مركب كلش موروث بالنسبه للدين تاعنا اللغه الوطنيه تاعنا التقاليد تاعنا ونمشيو كذلك لعصرنا ننطلقوا من الجذور تاعنا ونمشيو لعصرنا لان تكون عندكم النظره هذه. Afin d'améliorer la couverture médicale et la prise en charge médicale spécialisée des habitants de la région de Mchria, Sellal a inspecté le chantier d'un nouvel hôpital de 120 lits dont le taux de réalisation a atteint 75%. Dès son entrée en service, cette Lors de cette visite d'inspection, la jeunesse était au cœur des propos du Premier ministre. De nombreux projets sont destinés à cette frange de la société. À Mchria, un marché couvert composé de 40 locaux destinés au commerce des fruits et légumes a été mis en exploitation par le Premier ministre qui a remis 10 décisions d'attribution de locaux au profit des jeunes bénéficiaires. Sellal a visité une exploitation agricole privée créée dans le cadre du programme de mise en valeur agricole dans la commune de Tiout, où il a remis 10 titres de concession à des jeunes et à des investisseurs de la région pour la création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage. Le Premier ministre a appelé à encourager les jeunes à demander des crédits pour se lancer dans l'élevage et l'agriculture. الماء نعاونوكم فيه لكن خصكم مشروع تاع الماء نعاونوكم في الماء. شوفوا لنا الشباب اللي يسحق الاراضي نعطيوه وانتم الكبار عاونوهم باش ننجو اكثر وهذا المكان بلاد نتاع الغنم. على بالك شحال استوردنا غير من جونفي لهنا من اللحم تقريبا 30 مليون اورو غير تاع اللحم 30 مليون اورو في 6 شهور استوردناها من الخارج. عيب. دعونا في الاموال في الموالة لازم الدوبلي ها الموالة والفلاحة نعاونوكم. Les jeunes sportifs de Ain Sefra n'ont pas été lésés. Une salle omnisport a été réalisée à l'intérieur du tissu urbain de la ville, une infrastructure d'une capacité de 500 places. Et dans le but de doter la wilaya de Naama d'un espace de détente et de loisirs pour les jeunes, Abdelmalek Sellal a lancé un projet de réalisation d'un parc d'attractions et de loisirs. À l'image des autres wilayas du pays, Oran connaît ces derniers jours une véritable ruée sur les magasins des fournitures scolaires, où tout est disponible. Livres parascolaires, cahiers ou tout autre article scolaire. Les parents n'ont que l'embarras du choix. Je trouve que les prix affichés sont à la portée de tous. Tous les articles scolaires sont disponibles, mais pour les prix, je suis venue pour acheter un sac à dos. Les prix sont un peu élevés. Quelqu'un qui a plusieurs enfants, c'est difficile.
Enfin, même pour un seul, c'est difficile, c'est trop cher quand même. Un peu cher. Pour certains, c'est cher, pour d'autres, c'est normal. Dans ce magasin, tout est fin prêt pour accueillir le flux croissant des clients. Le gérant a pris ses dispositions depuis le début de l'été. C'est à partir du mois de juin que nous avons commencé à préparer les rayons pour mettre l'ensemble des articles à la disposition de nos clients. Nous avons pris tout notre temps afin de permettre aux clients de faire leurs achats aisément et sans précipitation. Les prix sont à la portée des fermes bourses. En attendant la rentrée scolaire, les écoliers profitent de ces derniers jours de vacances. La société Colas est en train de finir la route Bambao-Domoni à Bikouche. La région de la Cuvette est donc dotée d'une route enrobée. Le directeur des routes Saïd Hussein a déclaré que l'autre versant vers le rond-point de Wani va bientôt débuter. Bambao-Domoni, c'est financé par l'État, mais le carrefour de Wani jusqu'à Bambao, c'est un financement de Doha. Donc, Colas là va continuer parce que c'est lui qui a gagné le marché. Donc là, il va continuer pour faire également le gros, parce qu'on ne peut pas faire Bambao-Domoni sans faire Wani-Bambao en passant par Bazemini. Parce qu'on sait que cette route est trop dégradée. Voilà, heureusement, et que nous remercions Dieu de nous avoir donné ces possibilités de pouvoir faire réhabiliter ce tronçon Wani-Bambao. Colas a mis le paquet cette fois-ci pour exécuter en même temps plusieurs chantiers et dans presque toute l'Union des Comores. Des moyens techniques importants en ressources humaines sont mis à disposition. Depuis que le président Ikililo est président, nous avons déjà dépassé les 100 km que nous avons entamé dans les travaux. Nous atteignons en réhabilitation parce que bon, en termes de travaux routiers, il y a plusieurs façons de faire parce qu'il y a l'entretien courant, il y a l'entretien périodique, il y a la réhabilitation, il y a la restauration, il y a la reconstruction, il y a une nouvelle construction des routes. Donc là, en termes de réhabilitation, là nous avons déjà dépassé nous avons déjà dépassé 100 km. Bientôt, nous allons atteindre les 200 km. La société, c'est une grande société de renommée internationale. Ça, il n'y a pas à contredire ça. Il peut faire même si nous voulons qu'il engage, si nous avons des moyens pour qu'il engage tous les 800 km, la société peut faire ça. Mais le problème est qu'on n'a pas les moyens. Et puis, chaque travaux que nous allons bien sûr faire, nous allons lancer une consultation. Si la société a eu le marché, il peut faire tout le kilomètre que nous voulons faire. Pour ce qui concerne le pont de GG, les travaux avancent à grands pas et bientôt les automobilistes vont pouvoir traverser sans inquiétude, capables de faire face aux intempéries. Certes, beaucoup reste à faire pour la réhabilitation des infrastructures routières du pays, mais le régime actuel estime que dans les 20 prochaines années, le pays peut se targuer d'avoir essayé de désenclaver des régions isolées. Lutter contre le travail des enfants et maltraitance, telle est en effet la priorité des priorités des ulémas et enseignants du pays. Ce thème a fait ce matin l'objet d'une rencontre et d'échanges en vue de trouver des solutions à ces problèmes qui restent posés aux Comores. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été abordés, notamment l'identification de l'acte ainsi que les types de travaux faits par ces enfants. Parmi les points importants qui étaient évoqués, il s'agit d'abord de convenir l'existence du phénomène du travail de l'enfant. Parce que ça fait débat au niveau national, notamment à l'endroit de certaines catégories sociales du pays. Maintenant, on a compris que le phénomène existe, le travail des enfants. Donc, deuxième point, on a identifié les quelques travaux des enfants qui sont pratiqués dans la vie quotidienne.
Et enfin, on a proposé certaines mesures de lutte contre ce travail des enfants en attendant les recommandations qui seront issues des assises nationales sur le travail des enfants qui sera organisée en octobre. Il est à noter que d'autres rencontres seront organisées à Moali et Nzouani pour les mêmes objectifs avant la tenue prochaine des assises nationales prévues au mois d'octobre prochain. Après une journée d'attente, des dizaines de passagers ont investi le ministère de tutelle pour connaître leur sort. À titre de rappel, sachez que le bateau Zanzibar 2 est interdit de naviguer car certains documents manquaient. Selon le directeur de cabinet du ministère des Transports, il n'y a pas de discrimination dans ces mesures. Il s'agit de questions de vie humaine, donc il faut mettre aux normes tous les bateaux. Désormais, le gouvernement comorien, en l'occurrence le ministre des Transports et du Tourisme, exige à ce que tous les bateaux soient aux normes, en possession du certificat de classification et de la police d'assurance. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la population comorienne. Zanzibar 1 n'est pas le seul bateau concerné par cette mesure. Il faut compter aussi Chisiwani, Masiwa Express et Zanzibar 1. Les habitués de cette ligne qui est très fréquentée sont désabusés car malgré la présence d'une dizaine de bateaux qui exploitent ces destinations, Zanzibar semble en mesure de répondre à leurs attentes quotidiennes. Exactement envers notre pays. En tant que patriote, en tant que membre d'un pays, comment se fait-il qu'on a eu une chance d'obtenir un bateau pareil qui nous fait parvenir, qui nous fait circuler dans les îles avec 3 heures de temps, alors qu'on avait tant de bateaux ici qu'on fait plus de 12 heures de temps pour Moroni Anjoua, Moroni Moli. Comment administrativement il n'est pas en règle alors qu'on sait très bien, je peux être même témoin, il y a plusieurs bateaux, on peut dire tout, des bateaux qui sont ici, qui ne sont pas du tout aux normes. On a vu pendant tout le mois de Ramadan, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci concernant ces bateaux. Et c'était très utile au niveau des prix, au niveau des circulations, parce qu'on mettait combien de temps? 3 heures de temps, Moroni en juin. Alors qu'avant, on mettait à peu près 12 heures, 24 heures pour arriver en juin. Le patron de Zanzibar s'estime lésé dans cette situation car presque tous les bateaux en lice ne sont pas en règle selon la loi. C'est avec émotion et surprise que je vois ce qui se dit par les autorités de l'État, notamment le ministère des Transports, prétextant le fait que notre bateau ou nos bateaux, les deux, Zanzibar 1 et Zanzibar 2, ne sont pas enregistrés, n'ont pas de documents. J'aimerais faire un petit rappel et expliquer aux autorités que si aujourd'hui Zanzibar 1 et Zanzibar 2 ne sont pas enregistrés aux Comores, c'est parce qu'ils n'ont fait aucune démarche de vouloir permettre à Zanzibar 1 et Zanzibar 2 d'être enregistrés au registre. C'était à eux de nous enregistrer. Lorsque nous avons remis les documents de Zanzibar 1 et Zanzibar 2, c'était à eux de nous délivrer un certificat de registre. C'était à eux de nous délivrer tous les documents nécessaires. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons un mémorandum que nous avons signé avec le gouvernement comorien. Parmi tous les bateaux qui sont ici aux Comores, je mets quiconque au défi de venir me dire que Zanzibar 1 et de m'apporter la preuve de ce qu'il avance, que Zanzibar 1 est moins performant que les autres navires. Sachant les difficultés que le pays connaît en matière de transport des hommes et des marchandises entre les îles, l'État fait tout pour aider la population. Mais cela n'empêche que les normes de sécurité des passagers soient garanties. L'installation de nouveaux lampadaires solaires sur l'autoroute démarrée mercredi dernier se déroule tous les jours de 21h à 6h du matin et ce pour 10 jours. Ces nouveaux appareils d'éclairage public sont les fruits de l'innovation technologique en matière d'énergie renouvelable. Le travail d'implantation sur l'autoroute prendra 10 jours. 10 jours
au plus à cause de la circulation sur l'autoroute. Puisque la circulation est dense pendant la journée, nous avons programmé l'implantation la nuit à partir de 22 h jusqu'à 6 h du matin. Déjà, ces travaux d'installation des lampadaires se butent à un obstacle majeur, celui du démantèlement des anciens qui ne sont plus opérationnels. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, l'État ne nous a pas encore autorisé de démanteler ces poteaux. Vous-même, vous avez vu, hein, quand nous implantons nos poteaux, parmi ces poteaux-là, déjà, ça rend même la ville un peu vilain. On est obligé d'implanter les poteaux parmi les anciens. Les premiers poteaux installés au carrefour de l'aéroport Bessia, Camp Alpha Yaya, font le bonheur des citoyens et donnent une image attrayante à la capitale, jadis appelée perle de l'Afrique occidentale. Traversant Moussaya dans la préfecture de Kouroussa, l'on est frappé par son architecture singulière et ses vents exposés le long de la route. Cet aspect plus qu'un art est une tradition. Ici, la fabrication des vannes est la deuxième activité après l'agriculture. Le bambou, matière première de cette activité, est cherché en brousse après les travaux champêtres. Il est d'abord broyé pour obtenir des lames. Patiemment, l'artisan tisse et fabrique des vannes de toutes sortes. Soribayo pratique ce métier depuis son jeune âge. Il en fait une passion qui le dépanne financièrement. Ce sont nos ancêtres qui ont commencé ce métier. On peut écrire des noms et faire d'autres dessins. Ça nous met à l'abri des petits besoins. Les vannes fabriquées sont ensuite remis aux femmes qui les exposent et les vendent aux passants pour avoir des bénéfices. Quand on prend ces vannes, des fois on a des bénéfices de 2 000 à 3 000 francs guinéens. On fait cela pour ne pas rester bras croisés. En route pour Kankan, Amadou Bari est attiré par les différents motifs. J'ai payé ce vent pour faire cadeau à ma femme. À travers ce art, Soribayo et les autres fabricants de vent de la localité de Moussaya ont déjà participé à plusieurs foires d'exposition à Conakry et ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent perpétuer cette tradition pour faire connaître cet art de leurs ancêtres aux générations futures. De la fraîcheur et encore de la fraîcheur. Et c'est toujours comme ça en cette période au Fouta. Et selon certains riverains, le degré du froid aurait même baissé à cause de la déforestation. Je suis venu ici en 1951. Tout ça était de la forêt. Il n'y avait que cette ruelle-là. Il ne fait plus froid maintenant à Mali. De Mali-Mbérin, situé à plus de 570 km de Conakry, en passant par l'Abbé, Pita ou encore Dalaba, chacun se protège du froid comme il peut. Pullover de toutes sortes, imperméable, avec capuchon ou non, l'on se croirait en plein hiver en Sibérie. Dalaba il fait excessivement frais. Dalaba autrefois était appelée la Suisse africaine. Donc, la fraîcheur de tout à Dalaba, tout le monde habillé de cette façon. C'est de période. Par exemple, à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, jusqu'en décembre, le climat est comme ça. C'est son relief caractérisé par une alternance de plateaux, de montagnes et de vallées qui fait du Fouta la région la plus froide de la Guinée. Un climat que beaucoup de personnes comparent à celui de l'Europe. Lentement mais sûrement, le processus de décentralisation poursuit son bonhomme de chemin au Cameroun. Le constat est du secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation à l'issue de la deuxième session ordinaire annuelle tenue ce 3 septembre 2013 dans les services du Premier ministre chef du gouvernement sous la présidence effective de Philémon Yang. Le texte qui organise le Conseil prévoit 2 sessions annuelles. Nous en avons tenu une le 19 mars dernier et il fallait qu'avant la fin de l'année, une deuxième se tienne. La décentralisation avance, elle avance prudemment mais efficacement. Le processus de décentralisation au Cameroun, c'est donc une histoire qui se poursuit avec le témoignage des différents acteurs. C'est le cas notamment du délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui est un acteur privilégié
de ce processus au Cameroun. Nous vivons au quotidien dans un format macro cette décentralisation, puisque le délégué du gouvernement dans une ville, vous voyez qu'on arrange les routes sans problème. Nous avons des projets pour lesquels nous assurons la maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre donc de la collaboration nécessaire entre les communautés urbaines et les mairies d'arrondissement. Ces mairies bénéficient donc de l'action de ces experts. Donc on met en commun nos moyens matériels, nos moyens humains. Ce qui n'est pas le cas pour une commune qui est dans un département un peu isolé. À l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire annuelle de l'exercice 2013, les participants ont notamment suivi le projet de rapport annuel sur l'état d'avancement de la décentralisation et le fonctionnement des services locaux pour le compte de l'année 2011, mais également le projet de programme de transfert des compétences et des ressources au titre de l'exercice 2014, le projet de décret fixant la répartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'exercice 2014. Également à l'ordre du jour, la communication du ministre des Finances sur la mise à disposition effective aux communes et communautés urbaines des ressources financières à elles transférées dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'exercice 2012 et celles transférées à date. La séance s'est achevée par une allocution de clôture du Premier ministre chef du gouvernement, qui est le président du Conseil national de la décentralisation au Cameroun. L'ambassadeur de Chine dans les locaux de l'Election Cameroun, le diplomate chinois rentré camerounaise, a été reçu ce mercredi 4 septembre 2013 par le président du Conseil électoral de Elekam. L'hôte de Samuel Fonkarazu, entouré des autres membres du Conseil, est venu porter toute l'admiration de la Chine sur le travail que l'Election Cameroun abat sur le terrain dans le cadre des élections couplées du 30 septembre prochain. Je dois féliciter tout ce que Elekam a fait pour le Cameroun, parce qu'on sait que cette année, c'est l'année électorale. Elekam a bien organisé les élections sénatoriales. Maintenant, ils sont en train de préparer les élections législatives communales. Le Cameroun et la Chine partagent une longue amitié et une coopération fructueuse. Avec l'organisme en charge des élections au Cameroun, Elekam, la coopération est aussi intense et s'entend aller de l'avant. De l'avis de Worudi, le diplomate chinois, la Chine est prête à apporter tout son concours à Elekam dans le cadre de l'organisation des élections du 30 septembre. On a parlé aussi qu'est-ce que l'ambassade peut faire pour donner un coup de main à Elekam. Côté organisation du scrutin sur le terrain, à quelques jours du début de la campagne électorale, le président du Conseil électoral rassure de la sérénité des préparatifs, aussi bien dans l'impression des matériels électoraux que dans l'acheminement des urnes et isoloirs. Le gros travail est déjà fait d'après Fonka Samuel Azou. Tout se met donc en place et sûrement pour faciliter le vote des 4,2 millions d'électeurs attendus aux urnes le 30 septembre 2013 au Cameroun pour l'élection des conseillers municipaux et des députés. Les 25 lions convoqués pour le match contre la Libye sont en cage à Yaoundé. Les poulains du coach Folke Fink se sont retrouvés mardi matin à l'hôtel Montfébé pour un regroupement avant le départ Bumbankomo. La chaleur des retrouvailles entre coéquipiers ne les détourne pas de l'objectif principal. On sait tout ce qui nous attend dimanche face à la Libye, on sait ce qu'on doit faire. Donc aujourd'hui on a encore quelques jours pour préparer le match. Donc, on va bien préparer déjà le match et puis essayer de faire un résultat positif dimanche. Les gars qui sont venus, qui ont répondu présent à l'appel de groupe sont prêts à nous aborder ce match parce que la rencontre de dimanche compte pour la 6e journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le coach peut compter sur un effectif complet pour vaincre la Libye. Le programme du stage prévoit le visionnage des matchs de la Libye, 2 séances d'entraînement par jour et l'entretien avec le psychologue de l'équipe.
De son côté, la Libye multiplie les matchs amicaux avec une 5e rencontre prévue ce 4 septembre face à la Guinée équatoriale. En cas de résultat positif sur la Libye, le Cameroun disputera le 3e et dernier tour des éliminatoires pour valider son ticket pour le Brésil.